Donc maintenant, on va passer première entrevue pour ces revues hebdomadaires de Québec Nouvelle. Donc, je suis très content de vous offrir ça pour la première fois. Donc, on va recevoir pour cette première entrevue, on va recevoir Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Donc, il vient ici nous parler de deux gros enjeux. Là. Dans les derniers temps, vous avez sûrement vu ça passer. Les enjeux autour de McKinsey, hein, cette firme-là d'expertise conseil, des consultants qui se font payer des salaires de fous et qu'on a utilisé pour la gestion de la pandémie pour une pluralité de choses, mais dont on a réalisé que le gouvernement est en quelque sorte un petit peu devenu accro à ça. Vraiment, là, McKinsey, leur influence qui a vraiment augmenté. On a vu des controverses par rapport à eux en France. Hein. Ça a commencé printemps dernier, durant l'été. Et là, c'est au Canada aussi, au Québec aussi. Donc, on réalise que cette entreprise-là est en quelque sorte un petit peu derrière toutes les décisions gouvernementales et a une très grosse influence. Donc, on va aller voir avec Nicolas Gagnon, voir c'est quoi que ça veut dire pour notre portefeuille, hein? C'est quoi que ça veut dire pour les contribuables canadiens. Et en second lieu, on va aller voir aussi la Just Transition de Justin Trudeau, donc la transition équitable, donc cette espèce de planification là, pour une transition écologique. Et encore une fois, on va aller voir c'est quoi que ça veut dire au bout du compte pour nos finances, pour notre portefeuille. Donc, bonjour Nicolas Gagnon, ça va bien? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Heureux de t'avoir parmi nous. Donc, c'est ça, on va commencer par McKinsey. Donc, tu es venu nous parler de ça un peu. Je voulais savoir, grosso modo, c'est quoi la position de la Fédération canadienne des contribuables par rapport à McKinsey? Parce qu'on le sait il y a beaucoup d'argent public d'impliqué. Donc, peut-être nous faire un portrait général là, de c'est quoi votre position par rapport à ça. Là. Ouais, comme vous le savez, nous, on dénonce toujours les taxes, le gaspillage d'argent public, puis le manque de reddition de comptes du gouvernement. Puis dans ce cas-ci, il y a un peu des trois. Parce que le gouvernement qui décide de ne pas rendre des comptes, en fait maintenant avec les contrats qu'il a octroyés à McKinsey, qu'il octroie quand même depuis plusieurs années, en fait. Pour ceux qui n'ont pas vraiment été mis au courant de l'histoire, il a été révélé récemment que McKinsey, en fait, possède plusieurs contrats avec différents ministères du gouvernement Trudeau, et ça depuis 2015, et que les montants qu'ils ont perçus depuis que Justin Trudeau est arrivé au pouvoir ont carrément explosé. Pour vous donner une idée, sous Harper, les montants qui ont été perçus par McKinsey, c'est environ 2,2 millions sur l'entièreté du mandat entre 2006 et 2015. En 2015 et 2022, les montants de McKinsey qui ont été perçus, c'est environ 101,4 millions en contrat. C'est une OK. augmentation de 4500 entre les deux gouvernements, juste pour donner une idée, pour des contrats qui touchent autant la défense nationale que la manière dont est gérée l'immigration au Canada. Et le plus gros problème là-dedans qu'on voit, c'est que le gouvernement a vraiment fait preuve d'aucune forme de reddition de compte dans le processus. La quasi-totalité des 23 contrats qui ont été donnés à cette firme-là ont été faits dans un contexte de gré à gré. Pour se rappeler, dans la pandémie au Québec, le gouvernement québécois a versé pas loin de 35 000 de l'argent des contribuables à chaque jour pour les services de McKinsey pour la gestion de la pandémie et la relance économique. Ça est revenu à peu près à 6,6 millions. Euh, mais on avait, en tout cas, le gouvernement Legault avait justifié la question d'utilisation du processus de non-appel d'offres par le fait, de gré à gré, en fait, par le fait qu'on était en situation d'urgence, il fallait agir rapidement, il fallait chercher une expertise externe parce qu'on ne l'avait pas à l'interne. Euh, c'est quand même des très mauvaises excuses, mais là, au fédéral, c'est même pas dans un contexte de crise. On a été donné 101,4 millions de gré à gré, sans rendre de compte sur les contrats, sur la nature même de ces contrats-là aux contribuables comme à l'ensemble de l'appareil public. Et on a décidé de faire, ben voilà, McKinsey peut faire ce qu'ils veulent, mais on va prendre au pied de la lettre tous les conseils de McKinsey. Ça se demandait pourquoi est-ce qu'on vote pour 338 députés quand des firmes externes peuvent être mandatées pour faire leur travail à leur place. Et c'est surtout aussi, comme je dis, les mandats qui ont été donnés à McKinsey sont très larges et devraient déjà être la responsabilité d'employés fédéraux. Pour donner une idée, cette année, on a plus de 350 000 employés fédéraux, puis on augmente à chaque année au fédéral d'à peu près 16 à 15 000, 15 à 16 000 le nombre d'employés publics à chaque année. À Donc, chaque on année. engage constamment plus de personnes dans la structure publique fédérale et on augmente en plus constamment le nombre de contrats qu'on verse à des firmes privées, mais en retour, est-ce qu'on a un gouvernement plus efficace, plus responsable, plus transparent? Non, sur toute la ligne. Mhm. Puis les firmes privées, là, les firmes de consultation, en fait, ça a été révélé dans la dernière, la dernière mise à jour économique, en fait, qui a été révisée par le Sénat, qu'il y a à peu près 24 milliards qui ont été versés à des firmes privées, dont McKinsey a pu profiter aussi à travers d'autres entités, ne serait-ce qu'à travers d'autres partenariats et d'autres contrats. Donc, il en reste beaucoup à révéler. Il y a maintenant une enquête qui a été ouverte par les partis de l'opposition à Ottawa. Là, il va falloir que, bien sûr, que les députés fassent leur job pour demander des comptes au gouvernement Trudeau, mais aussi que la population continue à maintenir la pression parce que clairement que McKinsey
a quelque chose, là, doit rendre des comptes carrément, là. Mais justement, peut-être expliquer un peu pour le commun des mortels, c'est légal de faire ça au bout du compte, parce qu'on le sait que pendant la pandémie, les appels d'offres étaient un petit peu mis sur pause, là, donc ça, on le comprend. Mais c'est légal au bout du compte. Si je comprends bien, là, c'est la fonction publique, donc c'est pas nécessairement la politique, hein, les politiciens élus, c'est la fonction publique qui est comme l'État qui reste. Hein, quand les politiciens, eux, s'alternent au gré des élections, la fonction publique, elle reste là. Donc c'est la fonction publique au bout du compte qui conclut ces ententes-là avec des firmes d'expertise conseil ou C'est c'est comment ça marche exactement? C'est légal, ça, de tout sous-traiter de cette manière-là? Oui, puis ben, ça fait à un certain moment que c'est légal comme tel. Puis en même temps, c'est parce la raison pour laquelle ça passe comme ça, c'est surtout parce que on a c'est les ministères, en fait, qui font les signatures des contrats directement avec les firmes. Puis ça, il y a pas vraiment de regard directement OK. de la part du gouvernement. C'est pour ça que, à chaque année, on a le vérificateur général qui doit repasser en révision l'ensemble des contrats qui ont été signés par les différents ministères, puis qu'il y a une reddition de comptes qui est faite, mais elle n'est pas absolue. Le fait qu'il y a eu, par exemple, là, justement, qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres pour les contrats dont McKinsey a profité, ça, par exemple, c'est la nature même du problème qui a mené à l'enquête. On se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a justement pas eu de processus d'appel d'offres alors que toutes les autres entités, normalement, sont soumises aux mêmes règles. Par Mhm. contre, l'entièreté des ministères ou de l'appareil fédéral peut faire affaire avec des firmes externes en tout temps. Généralement parce que le gouvernement n'a pas l'expertise, que ce soit pour la Mhm. question numérique, par exemple. Quand ça a été un très bon exemple, quand ils ont fait leur application à Rivcan, ils auraient très bien pu le faire avec une simple firme de Toronto, mais ils ont plutôt mandaté plus d'une dizaine de firmes de tech pour faire une application qui aurait coûté un quart de million au lieu de coûter près de 50 millions à produire. Ouais, je Donc, pense que ça avait été prouvé aussi que l'application pouvait se faire en quelques jours ou quelque chose du style. Là. Quelqu'un l'avait comme refait lui-même. Là. exactement, en une fin de Ouais. semaine. Fait que ça donne une idée à OK, quel ouais. point l'expertise des gouvernements quand c'est dans d'octroyer des contrats comme ça est assez douteuse. Donc, Mhm. possiblement qu'on a des raisons de croire que les contrats qui ont été octroyés à McKinsey n'avaient peut-être pas lieu d'être ou peut-être auraient pu être faits à moindre coût. C'est pour ça qu'il va falloir maintenir la pression, s'assurer de continuer Mhm. d'envoyer des demandes d'accès à l'information, puis s'assurer à ce que le gouvernement ou sinon l'opposition surtout fasse sa job. Ah, c'est sûr. Écoute, puis moi, même au-delà du point de vue monétaire, on s'entend que, comme tu dis, c'est un petit peu comme on comprend que dans certains sujets de pointe, il peut y avoir une certaine forme de sous-traitance. Justement, le gouvernement n'est pas expert dans beaucoup de domaines. Mais là, on parle quand même de sujets qui sont éminemment politiques au bout du compte. L'immigration, la défense nationale. Donc, au bout du compte, ils traitent aussi de sujets qui, d'un, sont ultra controversés. Hein. La population puis les politiciens, ça se chamaille pas mal autour de ces sujets-là. Et là, en plus, ben c'est ça, c'est des sujets c'est des expertises qui, au bout du compte, habituellement, on s'attendrait à ce que ce soit les politiciens. Ça me fait penser aussi au fait que ça fait des années qu'on parle de la technocratie, hein, du fait que, dans le fond, le pouvoir démocratique des peuples est un petit peu arraché par les États, les gouvernements. Comme je disais tantôt, hein, il y a les politiciens qui passent, mais l'État reste. Et dans le fond, la fonction publique devient un petit peu comme une caste de technocrates hein, qui gèrent l'État. Et bien là, c'est comme si on est en train de réaliser qu'il y a plus haut au bout du compte que les technocrates. Il y a, dans le fond, les firmes d'expertise conseil qui, eux, après, viennent littéralement faire le reste du travail ou en tout cas influencer ces technocrates-là. Donc là, ben, c'est difficile à un certain stade de pas embarquer dans ces espèces d'idées un peu conspirationnistes, hein, d'un mondialisme qui s'implante. Hein. Il y a quelqu'un, je pense, récemment, je ne sais pas quel commentateur, qui avait parlé de McKinsey en disant on dirait que c'est quasiment comme une espèce de gouvernement supranational hein, qui s'établit en haut des gouvernements. Donc, c'est ça, c'est une tendance qui est assez inquiétante au bout du compte. Là. Oui, surtout qu'on a déjà en masse de gouvernements comme ça. On n'a pas besoin d'un gouvernement supranational par-dessus le marché. On se fait déjà taxer de toutes les bords. Puis par-dessus le marché, tu sais, McKinsey, quand on parle justement de son rôle dans l'immigration, on peut se demander c'est quoi son rôle exactement dans la gestion de ce dossier-là, en fait. Parce qu'aux dernières nouvelles, on accueille des masses d'immigrants au Canada depuis quand même plus qu'un siècle ou deux. Là. Je veux dire, on a eu plusieurs histoires, plusieurs vagues d'immigration à travers l'histoire du pays. Pourquoi est-ce que McKinsey est soudainement utile pour gérer l'immigration? Est-ce que, on sait qu'il y a plusieurs provinces, justement, qui ont eu des revendications en termes d'autonomie sur la gestion de l'immigration. On a le Québec, on a aussi l'Alberta et la Saskatchewan qui en parlent, et même l'Ontario. Est-ce que McKinsey a donné des conseils au fédéral pour qu'il s'oppose à donner de gain de cause aux différentes provinces sur ces enjeux-là? Donc, est-ce que l'utilisation de McKinsey va dans le sens de la démocratie canadienne ou de la démocratie des provinces comme telle, ou finalement, elle sert vraiment juste des intérêts de la firme, puis de ses conseillers, puis en fait, de ses différents
ses actionnaires comme tels. Fait que vraiment, c'est à savoir ce que le modèle qui est vendu au gouvernement puis qui est revendu, puis en fait, façon de parler, vendu au gouvernement, qui est acheté par le gouvernement avec notre argent et qui est forcé dans la gorge des contribuables. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des contribuables? Parce que c'est ce pourquoi on a voté? Ben, c'est la grande question de l'heure. Malheureusement, on va falloir attendre encore un peu pour que l'enquête ait lieu. Il va sûrement avoir juste quelques tapages sur les doigts, puis il n'y aura probablement personne qui va perdre sa job à cause de ça. Mais c'est au moins de savoir vraiment, est-ce que le rôle de McKinsey a lieu d'être dans l'état des choses, surtout quand on parle de contre-clés dans l'immigration et la défense nationale. C'est quand même pas rien. Donc, c'est ça. Pour la gestion de la pandémie, par contre, on a eu quand même quelques comptes. Là, on sait que ça a coûté 35 000 par jour, puis que le gouvernement, il savait tellement pas comment recommencer, comment relancer l'économie qu'il a dû dépenser 4,9 millions pour savoir comment relancer l'économie, alors qu'il fallait juste faire comme les voisins. Mais bon, c'est vrai qu'on a un bon exemple au Sud. Par rapport à l'immigration, je sais que il me semble que j'avais traité un peu la situation et il me semble que c'était M. Barton là, qui était directeur, je pense, de McKinsey à l'époque, qui était un petit peu derrière, je pense, la Century Initiative là, de Justin Trudeau. Donc, il y aurait quand même des liens qui ne sont pas nécessairement des liens directs dans les contrats de consulting qu'il y a eu, mais en tout cas, comme de manière indirecte, il semblerait que McKinsey serait derrière la Century Initiative. Et quand on regarde un petit peu le plan, au bout du compte, c'est strictement économique. Donc, ça ne parle pas vraiment nécessairement de tous les enjeux d'intégration, de tous les enjeux plus sociaux reliés à l'immigration, mais c'est strictement grossir la population pour grossir l'économie. Bon, je veux dire, c'est un argument qui se vaut, mais qui peut aussi être critiqué. Donc, en tout cas, comme tu dis, on va falloir voir, dans le fond, les résultats de l'enquête. Je pense. Est-ce que c'est Poilievre qui l'avait initié et ensuite il a été suivi, je pense, par les partis d'opposition? C'est bien ça? Oui, de ce que je comprends, mais il y a quand même une fronde qui venait vraiment de toutes les partis politiques. Je pense que le Parce que NPD a tout le pas monde mal était juste uni, eu. oui. C'est ça, il y a pas mal juste le NPD qui a comme rejoint le Ben Wagon à la fin. Parce que bon, c'est quand même le Respecter parti qui. l'alliance. Ben oui, ils doivent quand même. Ils sont là pour la coalition, on veut pas, donc ils n'ont pas le choix. Là, ils le font pour l'image. En tout cas, je dis ça, puis j'espère qu'ils sont là aussi pour les principes. Mais le Bloc québécois puis le Parti conservateur ont vraiment fait. Ils ont tous les deux sauté là, sur l'occasion pour demander des comptes au gouvernement. Puis pour venir sur l'immigration, ça, c'est un enjeu qui est assez intéressant. On ne touche pas à ça à la FCC parce que ça ne fait pas partie de notre mandat. Mais il y a quand même une distinction intéressante à faire parce qu'on nous rappelle souvent qu'en 1914, il y a à peu près un siècle, on était à environ 8 millions au Canada, puis aujourd'hui, on est 38,5 millions. Donc, la population a plus que doublé, voire quadruplé en un siècle, alors qu'on parle de la faire tripler d'ici 2100, avec le Century Initiative de 38,5 millions à 100 millions. Sauf que, bien sûr, il faut comprendre que ce n'est pas tout à fait la même façon de faire croître la population. Il y a de la natalité versus l'immigration qui sont deux enjeux très distincts. Donc, c'est là, je pense que ça devient intéressant peut-être pour les gens de se poser des questions sur comment est-ce que ces genres de firmes-là peuvent avoir un impact sur les politiques pour lesquelles ils votent, parce que clairement que je suis persuadé que la majorité des gens ne savaient pas qu'ils votaient pour ce genre de projet national ou post-national-là, en fait. Non, exact. C'était pas dans la plateforme au bout du compte. Et c'est un petit peu ce qui est dérangeant là-dedans, c'est de voir qu'au bout du compte, il y a une entreprise d'expertise conseil qui semble altérer les politiques alors que c'était pas vraiment annoncé dans la plateforme. Non, Mais bon, exact. on va. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler, hein, puis on n'est pas les seuls à en parler. Comme je disais, c'est partout dans le monde. La France aussi est pognée avec ça, les États-Unis aussi. Donc, bon, on n'a pas fini d'en parler. Maintenant, on va passer à la Just transition, hein? Pas dans le sens de juste une transition, mais dans le sens de transition équitable. Donc, cette planification, dans le fond, d'un virage vert de l'économie canadienne. Donc, je suis moins initié. Peut-être je vais te laisser la parole pour expliquer, dans le fond, à nos téléspectateurs, c'est quoi exactement la Just Transition de Justin Trudeau. Oui, ben la Just Transition, essentiellement, c'est le plan qui a été déposé, surtout par le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a été déposé juste avant le temps des fêtes, en fait, là, quasiment en catimini, pour annoncer une grande transition qui allait déjà, au courant des prochaines années, en fait, des 3 prochaines années jusqu'en 2026, coûter pas loin de 100 milliards. On parle de un plan environnemental de près de 99 milliards qui va être mis sur place pour décarboner l'économie et faire transitionner une partie des véhicules qui sont sur les routes dans le fond de l'énergie, des hydrocarbures vers des voitures électriques. Donc, c'est un projet qui est assez
assez ambitieux, on s'entend, 99 milliards sur 3 ans. Puis ça vient avec un paquet d'enveloppes, un paquet de subventions, un paquet de dépenses et fort possiblement aussi des augmentations de coûts supplémentaires qui vont être refilés aux contribuables. Mais le principal impact de ce projet-là, c'est qu'il ne vise pas juste à nous faire conduire des voitures électriques, qui, en passant dans le projet qui a été déposé, vise à ce que 20 des véhicules neufs qui sont vendus en 2026 doivent être électriques. Donc ça, il faut comprendre que ça va déjà avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement, sur les véhicules qui sont disponibles et sur leurs coûts également, ainsi que sur les assurances, etc. Mais il y a aussi le fait que ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie canadienne au niveau comme on sait, du secteur énergétique comme du secteur agricole. Et le gros problème, en fait, parce que là, on parle des gros montants qui vont être dépensés, on parle des impacts que ça va avoir qu'il va y avoir au niveau de nos déplacements avec les nouveaux véhicules, etc. Mais il y a aussi des changements économiques parce qu'il y a près de 2,7 millions d'emplois qui ont été ciblés, en fait, par le comité des ressources naturelles fédérales qui vont être impactés par la juste transition pardon, la transition juste. Et les 2,7 millions d'emplois qui pourraient être impactés, c'est autant tous les employés du secteur agricole, tous les travailleurs du secteur agricole, que tous les travailleurs du secteur énergétique, que en fait, là, ceux qui travaillent dans le domaine manufacturier et autres. Donc, c'est vraiment très, très large. C'est un très très grand. intrusif, là, au bout du compte, dans plein de domaines de travail, là, au bout du compte. Là. Oui, puis c'est le gros problème avec tout ça, c'est que, comme je vous dis, on parle d'un gros montant, on parle d'un projet assez ambitieux en termes de dépenses, on parle de nouvelles contraintes, mais on ne donne pas aucun chiffre sur qu'est-ce qui va arriver réellement aux travailleurs. On nous parle de deux choses. Soit on va carrément prendre l'argent des contribuables et créer des jobs de transition, c'est-à-dire qu'on va prendre des travailleurs qui travaillent dans le pétrole puis les faire travailler dans une usine de panneaux solaires où on va faire des concierges avec eux puis donner une compensation salariale pour que, dans le fond, tout ça va être payé par les contribuables pour les forcer à quitter leur emploi qui sont déjà payants et qui ramènent beaucoup d'argent à l'économie. Et ou sinon, on va carrément leur donner des cours qui vont être payés par le gouvernement ou donc par les contribuables pour qu'ils puissent aller chercher une expertise différente. Donc, ça, c'est à savoir maintenant à combien d'employés dans le domaine de l'énergie ça va s'appliquer. On ne le sait pas. On sait que dans un projet de décarboner l'économie, comme le veut le gouvernement Trudeau, il n'y aura pas le choix de s'attaquer au secteur énergétique. Et considérant qu'il y a pas loin de 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur énergétique en tout et partout, là, directement et indirectement au Canada, ça fait beaucoup de personnes qui pourraient être impactées. Puis les pertes, ce n'est pas juste au niveau de ce que les contribuables vont payer pour ces jobs-là qui vont transitionner, c'est les pertes économiques de ces emplois-là. C'est-à-dire qu'ils ne produiront pas le même, ils n'auront pas le même revenu fiscal, en fait, pour le gouvernement. Donc, ils vont moins contribuer, possiblement parce qu'ils auront des moins bons jobs et ils vont avoir une partie de leurs revenus qui vont être directement dépendants du gouvernement, mais aussi la valeur plus de leur emploi dans l'ensemble de l'économie va être réduite. On s'entend dans le secteur pétrolier, ça joue une très grande part pour nos exportations, ça joue une grande part pour les retombées économiques locales. Donc, ça va avoir un impact dur, mais on parle aussi du secteur agricole. Puis ça, je veux dire, c'est quand même vital. Ce qui pourrait arriver si, par exemple, on augmente les charges pour les agriculteurs. Je tiens à rappeler qu'en 2019, quand les employés de la CN avaient décidé de bloquer les chemins de fer en Ontario, pardon, les agriculteurs du Québec ne pouvaient plus recevoir du propane. Puis il y en a plusieurs qui ont fait faillite carrément parce qu'il manquait de propane pour finir leur récolte à ce moment-là de l'année. Donc, je veux dire, imaginez maintenant si on augmente après les années qu'on vient de voir avec l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, si on augmente les contraintes sur les agriculteurs par-dessus le marché, tout en donnant toujours des compensations à perte, comme on le fait avec la taxe carbone, pour ces différents travailleurs-là. Donc, la transition juste comme telle est totalement injuste. Et, le gros problème avec ça, c'est que ça passe largement inaperçu. Ça fait ça parce que, pourquoi? Mais parce que tout est beau. Quand on le présente juste sur un point de vue général, les gens veulent entendre parler de transition, ils veulent entendre parler d'énergie verte, mais ils n'ont pas nécessairement été informés de l'impact réel de ce coup-là, de ce choix-là. Non, exact. Même là, tu m'en parles là, et écoute, je veux dire, je suis quand même une personne qui suit ça pas mal au jour le jour.
On dirait qu'avec cette quantité, en fait, d'annonces par rapport à la transition, mais j'ai l'impression que ça se dilue un peu dans l'eau et le monde ne réalise pas à quel point ce plan-là, justement, comme tu viens de l'expliquer, est significatif. On parle quand même de quoi de gros, là. Je veux dire, tu sais, il y a tout le temps cet argument-là par rapport à l'économie, à quel point un gouvernement peut s'ingérer dans l'économie. Il y a tout le temps l'argument la main invisible et versus, mettons, les subventions gouvernementales et le fait que le gouvernement soit interventionniste. Et là, c'est pas juste interventionniste, là, on parle littéralement de vouloir démantibuler en quelque sorte des secteurs entiers de l'économie et essayer de jouer à Dieu en essayant de revirer ça vers quelque part d'autre. Mais comme tu l'as bien expliqué, c'est assez difficile après ça d'aller vraiment viser ça va être quoi les externalités, tant négatives que positives. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal plus d'externalités négatives dans ce dossier-là parce que c'est vraiment difficile justement à voir où que tout va se diriger avec ça. Donc, oui, c'est assez intense, dans le fond, Oui, comme type de politique. ça Parce que là, l'est. je Oui, te laisse, oui. ah, excuse-moi, mais dans le fond, ce que je voulais juste pour compléter ce Mhm. point-là, c'est que la raison pour laquelle on en parle un peu moins au Québec, c'est possiblement parce qu'on a l'idée que ça va surtout impacter l'Ouest à cause du secteur énergétique qui est Mhm. pas mal plus important dans l'Ouest et aussi qui est plus représenté dans les contraintes que le gouvernement fédéral veut importer, ben, comment dire, veut mettre en place, en fait, d'une certaine manière. Donc, que ce soit pour le contrôle des émissions de carbone avec la nouvelle réglementation là, sur les carburants propres qui va commencer le 1er juillet. Donc, on voit toujours comme le secteur énergétique comme étant la principale cible du gouvernement fédéral, mais ça serait vraiment de se tromper de penser qu'il se limite à ça, parce que comme je dis, Mhm. on s'entend là, quand on parle de l'agriculture, c'est un secteur très important, autant pour le Québec que pour le reste. Au Québec, on sent moins concerné quand on parle du secteur pétrolier, parce qu'il y a peut-être moins de 18 000 emplois en tout et partout dans ce domaine-là. Mais quand on réalise le nombre de fermiers, d'agriculteurs qui pourraient perdre leur terre demain matin si jamais ils perdent une récolte ou deux, là, puis de voir, ou sinon s'ils voient leurs contraintes sur leurs émissions ou sur leurs taxes augmenter, peu importe de quelle manière, c'est là que les fonds, ben, comment dire, ils pourraient avoir des impacts là, non négligeables à très long terme. Mais c'est ça, effectivement, on dirait que le gouvernement s'est mis dans cette mission de transformer carrément l'économie et le mode de vie des gens de facto. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, on parlait d'éliminer les sacs de plastique, les pailles de plastique et tout ça. Mhm. Bon, c'est Ben, pas c'est ça fait, que le par plus. contre, ça vient de passer, right? Exactement. C'est Ouais. pas ça qui a le plus gros impact sur nos vies, on s'entend, mais c'est petit à petit et on Mhm. s'entend que ça commence à devenir de plus en plus contraignant. Puis la transition juste est possiblement le point culminant là, de cet effort-là. Mhm. Puis je présume aussi que toutes, ils ont parlé aussi, je pense, les voitures bannies en 2030 ou c'est 35, je ne me rappelle plus exactement. Euh, Les voitures à essence, je veux dire. 2035, du moins la vente de nouveaux 35, c'est véhicules. ça. Ça, on sait qu'au Québec, c'est déjà entamé, puis je pense que ça va être la même chose au fédéral, à moins que je me trompe. Là, ils sont pas mal alignés sur les mêmes objectifs. Mhm. Toujours, les deux aussi sont alignés sur l'objectif de 2050 pour la carboneutralité. Mhm. En fait, c'est particulier parce qu'on pourrait quasiment discuter de la question là, des pouvoirs entre le provincial et le fédéral, parce que François Legault, qui est un premier ministre qui est arrivé en se disant nationaliste et en voulant Mhm. comment dire, défendre les intérêts du Québec, aligne beaucoup de ces intérêts-là, aligne beaucoup de ses, comment dire, de ses ambitions vers une économie verte en fonction des ambitions d'Ottawa également. Exact, oui. Ça serait très intéressant de voir comment est-ce que lui, François Legault, va réagir éventuellement à la transition juste, s'il va prendre la défense des contribuables québécois, des fermiers, puis des travailleurs, ou sinon, s'il va rejoindre l'agenda et dire, ouais, il y a le temps de transformer une fois pour toutes l'économie québécoise. Mhm. Bref, il parle de créer de l'énergie verte. Ça semble être pas mal dans les mêmes eaux. Bon, on a hâte de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, je pense que l'Assemblée nationale n'est même pas encore réouverte. On va voir ce qui va se passer cette année, Mhm. puis s'il va prendre le temps de s'exprimer là-dessus. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai que c'est surprenant, ça, le virage de la CAQ, qui est devenu un parti ultra vert quand tu regardes au bout du compte ses politiques puis les annonces qu'il fait, justement, qui embarque dans cette dynamique-là de vouloir bannir les voitures à essence, etc. Mhm. Quand tu le compares à la CAQ, ça a été fondé, quoi, je pense, 2012, 2013, Mm. je pense, ou de quoi difficile. En tout cas, Ouais, 2012 à peu près, oui. ouais, je me rappelle pas exactement, mais la CAQ des débuts, c'était littéralement on exploite nos hydrocarbures, etc. C'était plus centre droit. J'ai l'impression que la popularité de la CAQ fait en sorte que quand tu deviens un parti centriste de même, ben, tu te mets à vouloir tirer un peu de toutes les bords. Et ben, je pense que ça, peut-être que c'est le genre d'idée qui s'est fait dire que bon, il faudrait paraître plus vert. Donc, ben, comme tu dis, il va falloir voir au bout du compte, hein, si, comme tu dis, il y a des intérêts pour les Québécois à être protégés là-dedans.
Est-ce qu'au bout du compte, François Legault va sauter pieds joints dans la transition équitable de Justin Trudeau ou bien est-ce que, comme tu dis, il va être plus pragmatique et vraiment faire plus ses devoirs et regarder c'est quoi les conséquences que ça a pour le contribuable. Donc, ben, ça va être à voir. Ben, écoute, c'était super intéressant. Vraiment, j'espère qu'on va se reprendre ça bientôt. Puis ben, c'est ça. Donc, j'espère que les auditeurs, j'ai l'impression qu'ils ont dû apprécier aussi. Des fois, ton image, je l'ai un petit peu, mais au moins, l'audio restait là. Donc, ben, écoute, c'était un plaisir, Nicolas Gagnon. À la prochaine. Puis passe une bonne soirée. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.